Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro. Ça y est, on peut le dire, la saison 2025-2026 est partie puisque l'OGC Nice, qui connaît son adversaire de barrage, de tour préliminaire, que dis-je, de Ligue des Champions, a joué deux matchs samedi dernier, deux rencontres qui finalisaient en fait ce stage de préparation en Autriche du côté de Anif. Deux matchs joués contre Feyenoord, qui joue également un tour préliminaire de LDC. Et donc Sampaoli avec une équipe rajeunie, une équipe new look. Donc on va revenir sur cette préparation, sur les matchs qu'on a vus samedi, mais également le mercato, un point sur les départs, un point sur les arrivées, pour se profiler tout doucement sur le premier rendez-vous, mais un sacré rendez-vous, peut-être le rendez-vous le plus important de l'histoire récente de l'OGC Nice depuis ce match contre l'Ajax. Et pour en discuter avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir dans un premier temps Hugo qui est là. Salut Hugo, comment tu vas? Salut Pancho, bah écoute, ça va super, ça fait plaisir de pouvoir redébriefer des matchs qu'on a pu voir de l'OGC Nice, puisque les premiers n'étaient pas diffusés, donc ça fait plaisir, on monte en puissance et on a hâte d'être à ce match contre Benfica. Également de la partie, vous l'avez vu sur le numéro de Jean-Pierre River, mais là il vient parler ballon rond, il vient parler football. C'est Anto. Salut Anto, comment tu vas? Bah écoute, ça va extrêmement bien. Très content de pouvoir reparler un peu foot, ça fait du bien. On a un peu marre des transferts, de machin, etc. Donc très hâte d'être au tour préliminaire contre Benfica. Ouais, effectivement, là ça arrive tout doucement. Au moment où on enregistre ce numéro, on est le lundi 28 juillet, donc voilà. On est dans la finalité, on est dans la finalité vraiment de cette préparation. Il y aura un dernier match mercredi, voilà, de cette semaine. L'adversaire n'a pas encore été annoncé, mais ce sera le dernier match de préparation avant ce rendez-vous. Messieurs, avant de parler football, on va parler mercato. Anto, c'est pas pour te déplaire. Bon, vous l'avez vu, dernière arrivée, Kojo Pepra au Pong. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir le dernier numéro sur la présentation du joueur. Dernière recrue. Mais quand même, on a bien vu lors de ces oppositions qu'il y avait voilà, des sujets, on va dire des cas un peu particuliers, hein. Rosario qui a annoncé en partance du côté de Porto. On a vu qu'il y avait d'autres équipes Moyen-Orient européennes qui étaient intéressées par le joueur. Evan Guessant, Crystal Palace, partant à 90-95% selon Francaise. Jérémy Boga, bon, si on se posait la question de savoir si il était en partance ou pas, on a eu la réponse lors du match de samedi. Et donc, en arrivée, Florian Maurice vise un milieu de terrain à dimension physique plus plus, voilà, c'est ce qu'il a dit, pour remplacer numériquement sans doute Pablo Rosario, et un joueur offensif complémentaire aux caractéristiques d'Evan Guessant, s'il est partant ou pas. Euh, Déjà, Hugo, globalement, le mercato, les arrivées, les départs, pour l'instant, à ce stade-là, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu trouves que ce mercato est bien mené? Est-ce que tu vois des améliorations? Voilà, dis-nous un peu ce que tu en penses. Ouais, bah je pense que c'est peut-être être un avis impopulaire, mais je suis plutôt satisfait jusque-là du mercato. Je trouve qu'il est bien mené, il est fidèle à ce qui nous avait été annoncé il y a déjà plusieurs mois, tant au niveau des capacités financières à disposition du club que des profils qui allaient être ciblés. Sur le mercato des départs qui est toujours très compliqué pour nous. Je trouve on s'en est quand même bien sorti sur Bulka avec un 15 millions à un an de la fin de son contrat, c'est très bien vendu. Laborde, on sait tous que son salaire était invivable pour le club, donc s'en sortir aussi rapidement dans le mercato, c'est pas mal. Tu as aussi fait sortir beaucoup d'indésirables, puisqu'avec les retours de prêt, quelques jeunes, tu avais un groupe qui était quand même très très élargi. Donc sur le mercato des départs, je trouve qu'on est plutôt bien avancé. Rosario, ça devrait aussi se faire rapidement. Et sur le mercato des arrivées, bah, je trouve que c'est conforme à ce qu'on nous avait dit. Je trouve ça même ça plutôt intéressant parce qu'on a l'impression qu'on réutilise notre cellule de recrutement qui va de nouveau dénicher dans des marchés qu'on avait complètement laissés ces dernières années. On a l'impression d'être quand même un retour en arrière que je trouve plutôt positif parce que ben, le club a pas d'argent, mais j'ai l'impression qu'il a quand même de bonnes idées. Donc forcément, on ne sait pas encore ce que des Isaac Jansson ou ce que des Opong vaudront réellement. Mais les idées sont, en tout cas moi, m'excitent beaucoup parce que voilà, c'est un recalibrage du club que je trouve plutôt sain. J'ai vu beaucoup de gens parler, notamment sur les réseaux, qu'il fallait absolument recruter avant Benfica.
Moi, je trouve que ce serait une erreur de entre guillemets «rusher» le mercato pour ce match de Benfica. Il y a pas à se mettre dans le rouge pour ce match. Je trouve que déjà 4 recrues à ce stade-là du mercato, c'est très bon. Et, voilà, il reste encore quelques postes. On a encore beaucoup de temps devant nous. Donc, pour moi, pour l'instant, la feuille de route, elle est plutôt très intéressante. Et cette feuille de route, Anto, Fabrice Bocquet l'a dit, l'OGC Nice se prépare à faire un mercato calibrage, on va dire Europa League, hein, peu importe l'issue de cette double confrontation, voire plus en Ligue des Champions. Toi, ton avis sur ce mercato, c'est vrai que ce qu'on entend aussi, ce qu'on peut lire sur les réseaux, c'est que oui, c'est des paris, c'est pas des grosses indemnités de transfert, hors on va dire Jansson. Il y a toujours cette question de savoir est-ce qu'ils vont être opérationnels tout de suite maintenant. Voilà, ce doute sur le fait que possiblement ça ne le fasse pas parce que ça vient de championnats un peu plus mineurs. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, je suis très très content de la tournure que prend globalement le club, même avec le centre de formation. On voit que les jeunes commencent à avoir un peu plus de place. On recrute beaucoup pour le centre de formation, donc à terme, il faudra sortir ces jeunes-là, mais en tout cas, on leur fait aussi de la place. Et c'est pas plus mal que d'avoir des joueurs très moyens qu'on va payer un peu cher. Donc non, moi, je suis très content. Et puis pour une fois, ce qu'on a beaucoup reproché à notre club depuis peut-être 20 ans, c'est qu'on n'anticipe rien du tout. Là, aujourd'hui, le jour avant le départ de Bulka, tu as l'annonce de son successeur qui est déjà là. C'est à peu près pareil pour tous les postes. Je pense que Boga, on pensait le vendre un peu plus vite et Jansson est arrivé, donc tu as déjà comblé son départ au prochain. Donc voilà, vraiment, on fait ça dans les règles de l'art. Je suis très content aussi de l'arrivée d'Opong. Malgré tout, on a beaucoup de défenseurs, même s'ils sont blessés, à un moment, ils vont revenir. Et tu peux pas faire jouer tout le monde. Il y a un moment où tu peux prendre des titulaires, mais tu vas les payer cher, que ça soit en salaire ou en indemnité de transfert. Et au final, après, tu vas te retrouver à avoir que trois joueurs à pouvoir faire jouer, ou peut-être un peu plus avec les Coupes d'Europe si on y est encore, etc. Mais dans l'idée, ça va être une réduction de temps de jeu, alors que là, tu prends un jeune que tu vas pouvoir développer avec ses joueurs d'expérience, qui va pouvoir apprendre et progresser. Et peut-être que pour l'année prochaine, quand on va avoir Dante qui va te retirer, etc., peut-être un ou deux départs aussi, ben, lui il sera en puissance et il sera prêt à ce moment-là. Ouais, effectivement, d'autant plus que voilà, on connaît hein, les blessures de longue date en défense centrale que sont Youssouf Ndiaye Chimier et Mohamed Abdelmonem. Il y a également Moïse Bombito hein, qui ratera le début de saison. Donc c'est vrai que l'avenue d'un défenseur central n'est pas de refus dans ce secteur de jeu où ben, effectivement, lorsque tout le monde sera opérationnel, les places vaudront cher. Mais à l'heure actuelle, bon, il y a quand même voilà, une défense qui est en train de se dessiner au regard du premier match, Hugo. Voilà, on va voilà, gentiment parler effectivement de ce match contre Feyenoord. C'est donc ce Mendy, défenseur axe droit, Djoumaba, défenseur central, et donc Dante, défenseur axial gauche. En tout cas, globalement, hein, tu as l'impression quand même qu'on était quand même sur une équipe type voilà, de ce fameux 3-4-3 très francaise. J'ai l'impression encore plus francaise avec le recrutement. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé finalement de cette équipe est-elle cohérente? Et puis défensivement, ça a été plutôt rassurant finalement sur ce match-là. Ouais, sur le 11, c'est à peu près le 11 qui avait été le plus souvent aligné sur les premières mi-temps, notamment des précédents matchs où ça faisait beaucoup tourner à la pause. Mais cette défense-là, cette défense à 3, Mendy, Ba, Dante, bah, par la force des choses, vu que les autres sont blessés, c'est celle qui s'impose. Mais elle m'a plutôt bien rassuré sur ce match contre Feyenoord, bah, tant dans l'aspect purement défensif, où des joueurs comme Antoine Mendy, on en a déjà beaucoup parlé par le passé, c'est un joueur qui nous a souvent impacté par sa force dans le duel, sa force vraiment défensive, mais qui pouvait parfois se laisser aller à des erreurs de relance. Là, hier, j'ai trouvé, non, c'était samedi, ouais, j'ai trouvé très très bon dans les deux aspects, donc plutôt rassurant. Djoumaba, on l'avait déjà vu entreaperçu à Lens, mais là, sur ce match-là, tu as vraiment l'impression qu'il est posé un peu à la Youssouf, vraiment dans le centre de la défense. C'est un peu la tour de contrôle sur notamment les corners, les coups de pied arrêtés défensifs, qui étaient un de nos défauts l'année dernière. Il prend tous les ballons, il attire tous les ballons. Donc plutôt rassurant. Je trouve pas maladroit avec les pieds non plus, donc intéressant. Et puis tu as Dante dans ce rôle vraiment de pur relanceur, donc tu as quand même des rôles qui sont bien établis avec Ba un petit peu en commandant de défense au centre, Dante chargé de la relance et un Mendy qui est chargé de gérer la profondeur, mais qui peut aussi aller chercher devant très haut pour initier le pressing. Donc intéressant de voir cette défense à 3, même si sur le papier tu regardes les trois noms, tu te dis en Benfica tu peux être effrayé. Mais en fait, si on commence à faire la comptabilité du talent ligne par ligne par rapport à Benfica, bah, dans tous les cas, tu seras perdant. Donc moi, cette défense-là,
elle m'a plutôt rassuré. Ils ont eu le temps de travailler les automatismes, donc plutôt positif sur cette animation défensive. Anto, on avait peu de doutes sur le fait que les trois là derrière voilà, allaient être bons dans l'impact, bons dans le duel. Là, la chose qui nous a, je pense, plutôt rassuré, c'est la capacité aussi à ressortir le ballon, à jouer plutôt long s'agissant de Djoumaba. Bon, ça reste qu'un match de préparation, il n'y a pas aussi l'enjeu derrière, mais c'est vrai que pour le coup, comme le dit Hugo, autant l'aspect avec ballon que l'aspect purement défensif, c'était plutôt une bonne prestation voilà, qui doit nous rassurer pour les échéances à venir. Ouais, clairement, clairement, parce que c'est vrai on pouvait avoir des doutes aussi, même sur le plan défensif. Malgré tout, Mendy, je sais que dans la communauté, il divise. Moi, c'est un joueur que j'aime bien et je trouve qu'il progresse. Il faut pas oublier qu'il est jeune et petit à petit, il prend un peu plus de galons chaque année. Donc, à voir. Mais en tout cas, je suis plutôt confiant d'attaquer contre Benfica avec ça. Et surtout qu'à la relance, on a vu aussi un schéma où, quand on relançait court, Boudaoui redescendait beaucoup et venait aider. Et en plus, on a eu un super Jonathan Klaus sur le côté droit et un très bon Melvin Barr sur le côté gauche, donc qui ont compensé aussi défensivement, qui étaient là et qui étaient là offensivement. Donc en réalité, le socle, il est prêt pour Benfica. On verra ce que ça va donner dans un match officiel, mais en tout cas sur un match qui a eu quand même un match amical qui a eu pas mal d'impact et où tu sens que les deux équipes, elles sont en fin de préparation et qu'elles vont jouer tous les deux leur tour préliminaire, bah, on a été solide. Ouais, et puis solide également, j'ai envie de dire physiquement, tu l'as dit, il y avait du duel. Et la grosse différence par rapport au Feyenoord, c'est que tu ne changes quasiment pas en fait les joueurs sur la pelouse. Et quelque part, bon, tu termines difficilement les 10 dernières minutes, on va dire, où tu es un peu assiégé, Diouf fait quelques arrêts. Mais quand même, euh, physiquement, on est présent, j'ai l'impression, et on a réussi du moins à tenir un peu la cadence, Hugo. Ouais, c'était ça qui était intéressant, d'autant que bah, sur un stage, une semaine de stage en général, c'est le moment où le staff essaie de mettre vraiment le paquet sur le travail physique. Donc on peut imaginer qu'ils ont beaucoup bossé cette semaine. Donc ils étaient déjà sans doute un peu fatigués avant ce match. Mais c'était intéressant de voir bah, la montée en puissance, parce qu'avec ces deux équipes, chacun a pu jouer à peu près 90 minutes. Et comme tu l'as dit, moi j'ai pas ressenti de baisse physique jusqu'à vraiment la toute fin du match. Surtout que le match a commencé très intensément et que bah, on a pressé très haut, on a mis beaucoup d'intensité, hein, comme on se le disait en off, ça n'avait pas vraiment l'impression d'être un match amical, quoi. Il y avait beaucoup de duels, beaucoup d'impact, et tu sentais vraiment que c'était un petit peu la dernière rampe de lancement vers ce match contre Benfica. Donc que ce soit dans l'intensité physique et même dans la manière dont les joueurs ont abordé le match, c'était franchement intéressant. Et ça faisait aussi suite au coup de gueule de Francaise il y a quelques semaines de ça après un amical. Donc ça prouve que le groupe en tout cas est prêt et que ouais, bah, on peut aborder ce match avec peut-être pas loin d'avoir une équipe aussi forte que Benfica, mais avec bah, la bonne mentalité. Et je suis au final plutôt confiant, alors qu'au moment du verdict du tirage au sort, j'avais envie de m'enterrer, quoi. Non, effectivement, Ouais, tu parles d'une des classes, c'était après le match contre Aubagne. Il me semble que Ah, l'OGC Nice avait gagné 3-0. Donc, pour répertorier, il y a eu donc ce match contre le Cercle Bruges, gagné 2-1. Ensuite, Aubagne 3-0. Il y a eu le 3-3 contre Ajaccio. Donc, Feyenoord et Sampaoli, les quatrième et cinquième matchs. Anto, sur cette composition-là, on sait aussi qu'il y a la volonté voilà, de créer des automatismes. On a parlé défensivement. À droite, tu avais le Klaus Buonanni qui a terminé la saison. Tu sens que ça commence à vraiment bien rouler. Et à gauche, alors moins d'automatisme forcément, puisque Jansson est arrivé il y a quelques semaines, mais quand même, on sent que eh bien, ça commence à bien travailler sur ce côté gauche. Et est-ce que je me trompe si je dis que finalement, le style qu'on a vu, le côté très. La capacité aussi à jaillir très rapidement vers l'avant, à se regrouper aussi, ce côté bloc vraiment très compact et très vertical, finalement, on n'est pas j'allais dire, dans un peut-être plus style S, mais là, en tout cas, on a l'impression qu'on a plus des joueurs de transition, typiquement Jansson, dans le style francaise. Il va avoir de l'espace, il va avoir des ballons, il va avoir des opportunités. ouais, clairement. Après, je trouve que le style francaise a un peu évolué là-dessus. Avant, il y avait vraiment, à Lens notamment, il avait une grosse équipe de transition. Maintenant, quand même, c'est un peu moins le cas au vu de notre effectif. Maintenant, ils sont capables de le faire. C'est pas non plus des joueurs qui courent pas, mais en tout cas, c'est moins dans leur profil. Par contre, ce qu'on a pu voir, où on a été embêté depuis des années aussi, et souvent les équipes de football sont embêtées, c'est que quand l'équipe en face est basse, on avait du mal à faire des différences. Et là, on a vu que Jansson et Bodani étaient vraiment intégrés dans le jeu, et les pistons, pardon, vraiment pouvaient coller leur ligne et déborder.
Et bon, des fois, il y avait des permutations, mais dans la globalité, c'est comme ça que c'est passé. Ils ont réussi à faire des différences sur les petits espaces. Donc, c'était très intéressant. Et même, on est compact sur tout le groupe, même à la perte du ballon, parce que même pour finir sur le plan défensif aussi qu'on a amené tout à l'heure, tous les buts qu'on a pris dans cette préparation, c'est que des erreurs de relance, un petit peu bêtes, etc. On n'a pas vraiment pris de but où on s'est fait dépasser dans le jeu. Et ça, c'est aussi très intéressant. Ouais, et donc, bon, au rayon des bonnes nouvelles, on va dire, individuellement, Hugo, qu'est-ce que tu gardes finalement de ce match-là contre Feyenoord? La force collective, bon, on l'a dit, finalement, t'as tout le monde qui est plus ou moins au diapason. Individuellement, tu retiendrais quoi plus spécifiquement? Moi, individuellement, c'est un peu plus dur de choisir, mais j'ai quand même envie de mettre en valeur Jonathan Clauss, que j'ai trouvé, au-delà de son but, hein, mais d'une activité vraiment impressionnante sur le couloir droit, offensivement, défensivement, la qualité de centre, la qualité de frappe, même au pressing. Alors que l'année dernière, bah, il n'avait pas fait la prépa avec nous, donc il avait quand même, je trouve, eu un peu de mal à se mettre dedans physiquement. Il y avait souvent des moments où il était un peu à l'arrache physiquement. Là, je le sens vraiment. Ouais, on commence à retrouver un peu du Jonathan Claus de Lens du début à Marseille dans le niveau intensité, pas niveau talent, parce que ça, il a toujours eu. Mais ouais, je sens qu'il est, ouais, que là, qu'il est vraiment, vraiment prêt, prêt physiquement à 100%. Après, ouais, c'est dur de choisir un nom individuellement parce que c'était vraiment collectivement très bon. Ce que j'ai noté, c'est bah, j'ai surtout regardé Yevan Diouf puisque c'était la première fois qu'on pouvait le voir sous nos couleurs et je l'ai trouvé très rassurant dans les airs, très rassurant au pied, sans vouloir voilà, reparler du cas Marcin Bulka, mais plutôt que c'est un match amical donc on va pas non plus s'enflammer, mais j'ai trouvé qu'il dégageait beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Et ouais, au pied, j'étais plutôt inquiet, mais il m'a plutôt rassuré, je cours, je long, donc plutôt rassurant, surtout qu'on avait vu les images des premiers matchs, il y avait parfois des petites erreurs de compréhension avec les autres défenseurs. Là, on sent que ça monte bien en intensité, donc ouais, si je devais en sortir deux, ouais, ce serait plutôt Yevan Diouf et Jonathan Clauss. Et Antoine Mendy, dont on a parlé juste avant. Diouf, Klose, Mendy, Anto, sur ce match-là. Alors bon, tout est relatif bien sûr, mais toi, qu'est-ce qui t'a plu finalement, alors individuellement ou un secteur de jeu en particulier? Bon, dans le secteur des jeux, il y avait vraiment, je trouve même entre Janssen et Barr, Hmm. une belle alchimie déjà, alors que ça fait pas longtemps, donc ça c'est cool. Et sinon, qui m'ont plu, Buonanni. Je trouve que même si c'est pas un match extraordinaire de Badredi Buonanni, ben, on voit qu'il a changé de dimension. On voit qu'il a pris confiance. Tu le sens dans son toucher de balle, dans sa conduite de balle. Il a passé un step en fin de saison dernière. Il est en train de continuer. Ça va être très bon. J'espère qu'on aura encore Evan Guessant pour Benfica et qu'on pourra le mettre devant lui parce que je pense que le duo, et même avec Jansson à gauche, peut faire très très mal. Mofi, on a vu que des fois c'était un peu plus compliqué, peut-être qu'on en parlera après. Mais en tout cas, Buonanni a vraiment passé un step et je suis très content de le voir comme ça. J'ai hâte de voir sa saison, d'être à la fin de la saison et même de pouvoir dire, bah, ok, Buonanni, en fait, sa saison, ça a été ça, on l'attendait, bah, il a répondu présent parce que j'en suis persuadé. Et puis deuxième point aussi, Boudaoui, on sait que notamment sur cette chaîne et entre nous, il C'est fait beaucoup dur. débat. C'est, Et non, c'est- il fait beaucoup débat, mais il moi, est, je vais il est, venir. non mais il est dans une période Ouais, et peut-être la meilleure depuis qu'il a logé Nice, hein. ouais, carrément. Et puis là, tu le vois, c'est le patron. C'est le patron du milieu de terrain. Il court beaucoup moins. Je Hmm. trouve qu'il a vraiment été plus intelligent dans les efforts qu'il Optimisé. a fait. Et il a été partout. Un peu moins offensif parce que forcément, avec la doublette Sanson, c'est plus le poste de Sanson d'aller un peu plus haut. Mais par moment, on l'a vu casser des lignes aussi comme il sait le faire. Et en tout cas, voilà, on sent qu'il monte en puissance. Et on va avoir besoin de lui parce que c'est peut-être le milieu le plus confirmé qu'on ait disponible actuellement. Donc très intéressant. Justement, le secteur du milieu de terrain, bon, il est souvent pointé comme étant, je vais pas dire défaillant, mais ça manque peut-être un peu de profondeur. Aujourd'hui, bon, il y a Rosario qui est sur le départ, il y a Louché, il y a le petit Koulibaly, mais c'est encore très jeune, 16-17 ans. Hugo, donc, je l'ai dit en introduction, hein, Florian Maurice est à la recherche d'un milieu de terrain avec une dimension physique importante. Euh, Concrètement, les manques aujourd'hui se situent où selon toi? Au milieu spécifiquement ou dans tout l'effectif? Bon, là, on parle du milieu de terrain parce que je pense que c'est Ouais. c'est évident, mais voilà, est-ce que tu vois peut-être d'autres éléments à rajouter en plus de ce qui est déjà recherché, à savoir un joueur offensif plutôt axial, j'ai l'impression, et un milieu de terrain? Non, moi, ça me semble les deux secteurs. Après, à voir si au milieu de terrain, on prend un seul joueur ou deux joueurs, puisqu'il y avait effectivement ce profil
que Florent Maurice a décrit comme physique. On peut imaginer vraiment pivot comme Francaise aimait bien, notamment à Lens, où il aimait bien associer un joueur vraiment un peu sentinelle à l'ancienne, vraiment purement physique, et un autre milieu de terrain plutôt box-to-box qui est capable de se projeter. Et c'est vrai que le problème dans notre effectif, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui ont le même profil au milieu de terrain. Boudaoui, Sanson, c'est des mecs qui aiment quand même bien se projeter vers l'avant, qui aiment bien avaler les kilomètres, qui ont beaucoup d'activité. Mais effectivement, il nous manque peut-être ce joueur statique qui est capable d'un peu de servir d'équilibre et pour libérer et profiter vraiment à Boudaoui, à Sanson et à Tom Louchet qui aiment bien se projeter. Donc il y a ce profil-là qui effectivement est recherché. Devant, c'est aussi une question qui va se poser, puisque Mofi, il est encore un peu à court de rythme, hein. Forcément c'est normal, il n'a pas joué depuis un an. Guessant sur le départ, Laborde qui est parti, donc, est-ce qu'un joueur suffira aussi à ce poste-là? C'est à voir. Mais effectivement, ouais, les deux priorités, elles se situent là. Surtout au milieu, parce que on a beaucoup, comme j'ai dit, beaucoup de joueurs qui ont le même profil et surtout qui ont beaucoup de fragilité. C'est des joueurs qui sont quand même souvent blessés. Donc, tu as beaucoup d'incertitudes. Le cas Ndombele aussi, qui est un Ndombele. peu. C'est vrai que j'avais oublié qu'il était dans l'effectif. C'est Ouais. fou. Non, mais c'est fou. Je l'avais pas. Terrible. Ouais, Francaise n'a pas été très rassurant d'ailleurs sur lui. Il a dit que il savait pas si c'était octobre, décembre, janvier qu'on allait pouvoir le retrouver. Donc c'est vraiment dommage parce que c'était un joueur qui était tellement important pour nous sur la première partie de saison. Donc ouais, le plus gros chantier il se situe là. Même si à l'abord du match de Benfica, ça m'inquiète pas non plus énormément parce qu'on a quand même des joueurs de qualité, des joueurs qui ont du rythme, mais sur l'enchaînement des matchs tous les 3 jours qu'on va avoir à l'hiver, c'est là que ça sera problématique si on se renforce pas. Et Anto, dans une moindre mesure, doublure de Klos. Est-ce que tu pars avec le petit, je crois que c'est Hamza, son prénom, Hamza Koutoun, qui a joué contre Sampaoli. Tu as aussi le cas Dupé, qui est annoncé en partance de l'OGC Nice. En numéro 2, bon, il faut peut-être que tu ailles chercher quelqu'un. Boulendi également annoncé peut-être sur le départ. La doublure de Mofi aujourd'hui, c'est qui, Nguené? Guessant. Ouais, Moi, c'est Guessant Guessant, mais numéro 1 et Mofi, c'est une doublure. Guessant, un jour à l'autre, en fait. Pour l'instant, il est là. Tu Ouais, vois ce mais que je veux dire? C'est que, oui, bien sûr, mais en tout cas, pour un joueur on pensait partant très rapidement dans ce mercato parce que profil première ligue, etc., il est là. Il est là et comme depuis longtemps, moi je pense que de toute façon, ce tour préliminaire, il va le faire avec nous. Et ensuite, peut-être que si on se fait éliminer et qu'on va en Ligue Europa, que là, il y a un club potentiellement en Ligue des Champions ou ah même oui. un autre club, on va dire, qui arrive et qui vient le chercher, peut-être en Angleterre en doublant son salaire, etc., ou en triplant, peu importe des chiffres, peut-être qu'il partira, mais pour moi, il sera là contre Benfica, ça sera lui notre neuf titulaire. Et moi, en l'état, alors je vais peut-être pas me faire d'amis dans la communauté OGC Nice, mais pour moi, je trouve le groupe assez bon. Il manque un milieu de terrain, bien sûr, notamment Florian Maurice, si tu regardes, avec un collègue qui aime bien scout les joueurs, on aimerait bien nous Onyedika, voilà, que tu pourrais aller chercher en Belgique en demandant à Ineos peut-être une petite enveloppe pour aider. Mais en tout cas, ça serait le profil parfait. Maintenant, sur le reste, on n'a pas perdu non plus grand monde d'important. Beaucoup de départs, soit ils ont été compensés très rapidement, ou sinon, c'est des joueurs qui, de toute façon, dans tous les cas, ne jouaient pas ou très peu. Donc, personnellement, j'achèterai pas des joueurs pour acheter des joueurs, ça n'a aucun intérêt. Pour l'instant, tant que Guessant est là, tu peux pas changer. Bien sûr, si demain Guessant part, il faudra prendre un neuf qui soit capable de concurrencer Mofi, peut-être même de le dépasser, parce que Mofi, on n'a aucune certitude. Malheureusement pour lui, il arrive d'une énorme blessure. On a aussi Mohamed Ali Chaud qui peut venir dépanner en tant que neuf. On a Nguené. Donc finalement, on a quand même des joueurs qui sont capables de faire un peu le lien. On a Bernardo qui va pouvoir jouer un peu plus haut s'il y a besoin, s'il y a une ou deux blessures, mais qui peut aussi revenir au milieu de terrain, à côté d'un Boudaoui par exemple. Donc voilà, et puis bien sûr, il y a les jeunes derrière. Et moi, Hamza Koutoun, peut-être qu'on va en reparler pour le deuxième match, mais en tout cas, il m'a bien plu. Et si la rumeur, par exemple, d'Ina Bimbe venait à se concrétiser, tu aurais ton milieu de terrain, Dina Bimbe, qui peut décaler à droite dans un gros match où Hamza Koutoun, il n'a pas encore le coffre, etc. C'est possible. Et puis, tu as toujours Tom Louchet qui est capable de le faire aussi, peut-être sur certains matchs, pour faire souffler Klos, etc. Donc, il faut pas oublier qu'on ne coule pas sous l'argent, sous les millions, que ce soit de Ineos, mais même du football français et du contexte actuel. Donc, il faut aussi penser à ça. Il n'y a pas que Benfica, Ligue des Champions.
malgré tout, voilà, on est dans un contexte économique. Peut-être que ça viendra, peut-être que justement en débloquant ce centre de formation, on va réussir des grosses ventes comme on l'a pu faire Rennes, et peut-être qu'on pourra changer de palier à ce moment-là. Mais on le fera de manière saine, en n'ayant pas peur de rétrograder 3 ou 4 échelons en dessous. Moi, ça me rassure pas forcément de savoir que Klose est le seul piston droit véritablement fiable, et ô combien fiable, hein, c'est l'un de nos meilleurs joueurs actuellement. L'an prochain, tu vas t'envoyer une saison à allez, 50 matchs. Cette année, ça a tenu, il a été absent, je crois, que un mois et demi en fin d'année civile. Euh, Ouais, mais justement, il avait été très bien remplacé par Tom Louchet à cette époque-là, qui Ouais, avait fait ses mais trois souvenez-vous, matchs. c'était une configuration différente. Tu changes de dispositif, tu joues à 4 derrière. Loucher n'a jamais été aussi bon que lorsqu'on joue à 4 derrière, plutôt dans un profil de latéral que de piston droit. Je trouve ça risqué aujourd'hui. Je dis pas que c'est une priorité. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'un milieu de terrain, en plus, un profil différent et un offensif, surtout en cas de départ de Guessant, c'est important. Mais aujourd'hui, Loucher est installé au milieu de terrain. Koutoun, ça a l'air d'être intéressant, d'être un très bon contre-attaquant, mais est-ce que ça va être fiable pour assurer la doublure de Klose? Je sais pas, Hugo, t'en penses quoi? Non, moi, je suis assez d'accord avec ce que disait Anto, hein, parce que on n'a peut-être pas une doublure fiable à Klose, mais en même temps, c'est tellement dur sur le marché aujourd'hui de trouver un piston et encore plus de le faire venir en tant que doublure. C'est vraiment, je trouve, le marché le plus compliqué, celui des latéraux vraiment pistons. L'année dernière, tu as réussi un super coup avec Abdi à gauche, mais ça s'est fait vraiment après la fin du mercato, et il avait fallu beaucoup négocier, donc c'est vrai que c'est des profils très compliqués. Et je trouve qu'en interne, bah, tu as la solution Loucher qui avait vraiment fait ses meilleurs matchs quand Klose n'était pas là. Et comme tu l'as dit, c'était un autre système, mais rien ne nous interdit non plus de changer de système. Francaise l'a fait plusieurs fois l'année dernière, et ça avait été souvent très bon. On l'avait souligné à l'automne, quand on était passé en 4-2-3-1, qu'on avait fait des très bons matchs. Donc tu as le petit Koutoun qui peut aussi intégrer la rotation cette année. Tu as Louché, tu peux avoir, c'est moins sexy, mais Antoine Mendy peut faire à l'intérim dans une défense à 4 à droite de temps à autre. Donc en interne, c'est vrai que tu as les solutions, et c'est vrai que empiler des joueurs pour empiler des joueurs, c'est pas ce qu'on peut souhaiter. D'autant quoi, on a quand même pas mal de jeunes à essayer de valoriser. C'est le nouveau projet du club. Donc moi, oui, s'il y a une énorme opportunité à un prix peu, peu cher de faire une doublure à Klose, mais j'en doute vu la difficulté du marché. Sinon, je trouve qu'en interne, on a les solutions pour tenir. Je sais pas si je l'ai Ouais, dit, mais vas-y Anto, excuse-moi. puis même pour finir sur ton incertitude, on a l'avantage, c'est que c'est de ce côté-là, par exemple, qu'on parle. Parce que de l'autre côté, on a Abdi Bar, en tout cas pour l'instant. Donc c'est plus sécurisant et plus sûr. Par contre, de l'autre côté, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a des joueurs dans la défense à 3 qui sont capables de dédoubler, de faire un petit peu un surplus offensif. Que ce soit Antoine Mendy, quand il joue dans cette défense à 3, il est très intéressant parce qu'il vient rapporter encore une aide, il a le coffre pour faire des allers-retours. Et du coup, il y a un point en plus. Et même quand il y aura le retour de Moïse Bambito, c'est quelque chose qu'il a travaillé, qu'on a vu de plus en plus faire durant la saison dernière. Et donc, du coup, ça peut combler un peu, par exemple, s'il y a un manque de clause pendant un mois, avec un piston qui est un peu moins fort, mais en tout cas, il sera plus aidé que si c'était de l'autre côté où Dante n'est pas capable de le faire. Et ça, c'est même pas une reproche, c'est dans ses caractéristiques maintenant. Le sens de la répartie, Anto. Non, mais c'est bien, c'est bien. Franchement, tu t'es amélioré. Tu t'es amélioré à chaque fois que tu abordes Dante. Bravo à toi. Bon, je sais pas si je l'ai dit, mais forcément, si vous êtes là, c'est que vous avez vu le résultat contre Feyenoord. On gagne 2-1 quand même. Voilà. Donc c'est anecdotique, mais en termes de confiance, tu gagnes quand même une équipe qui est en lice également pour ce tour préliminaire Q3. Donc c'est plutôt pas mal. Un peu plus tard dans la journée, donc à 18h, OGC Nice, donc bis, j'ai envie de dire, a joué contre l'équipe allemande Sampaoli qui est en Bundesliga. Et il me semble, cette année, ils se sont maintenus et bien lors de la saison 2024-2025. Défaite 2-0 qui s'est dessinée en fin de rencontre. Bon, là, clairement, la défaite était logique au regard du nombre de situations subies sur le but de Dupé. Guessant rate une grosse occasion en première mi-temps. Voilà. Beaucoup de jeunes. Voilà. Boga et Guessant titulaires. Donc là, je pense que ça donne une indication aussi, hein, sur le mercato. Pas de Rosario, on l'a dit. On a parlé de Koutoun, Hugo. Parmi les jeunes dans ce dispositif-là, il y avait du Montero, derrière, tu avais du Hamidou Doumbouya, Koulibaly, Gabin Bernardo, Ali Abdi aussi qui était titulaire dans cette équipe-là. Qu'est-ce qui a retenu ton attention?
Bah ouais, là, comme tu l'as dit, c'est moins la structure collective, mais plutôt les individualités qu'on va retenir sur ce match. Et au milieu, j'ai beaucoup aimé le petit Djibril Koulibaly. Perso, c'était la première fois que je le voyais jouer parce que j'ai pas l'occasion d'aller voir jouer les jeunes et que les premiers matchs amicaux n'étaient pas diffusés. Et ouais, à 16-17 ans, je crois, il m'a impressionné. Volume physique, qualité technique, personnalité, il est à l'aise avec le ballon, dans les ressorties de balle, il peut se projeter. Profil très intéressant. D'autant que là, c'était vraiment un contexte difficile parce que forcément, il y avait peu de repères collectifs entre les joueurs, même s'il y avait pas mal de jeunes. Mais tu as ce mix entre les jeunes, ceux qui sont sur le départ, des titulaires qui reviennent un peu de blessures. Donc c'était compliqué comme contexte pour performer. Je trouvais qu'il avait bien surnagé, avec beaucoup de personnalité. Donc ouais, j'ai retenu Koulibaly. J'ai bien aimé aussi Montero et Everton. C'était Everton, le fils d'Everson, qui joue en défense centrale, que j'ai trouvé plutôt à l'aise techniquement. Les deux, dans la sortie de balle, c'était compliqué parce qu'il y avait un gros pressing adverse. On avait des difficultés à trouver notre milieu de terrain. Mais je les ai trouvés plutôt intéressants, à l'inverse de Doumbouya, que j'ai trouvé pour le coup plutôt en difficulté dans la profondeur et souvent en difficulté pour relancer. Donc ouais, ces trois-là, plus Koutoun, dont on a déjà parlé, qui a quand même un bon volume de jeu, une bonne qualité de centre, c'est vraiment pour le coup un bon latéral, un bon piston, bonne agressivité, bon volume de course. Donc ouais, c'est les noms que j'ai retenus sur ce match où c'était forcément compliqué de vraiment surnager vu le contexte. Et donc voilà, c'est à peu près ce que j'ai noté sur ce match. Parce que là, effectivement, on avait vraiment l'équipe type le matin, et puis l'équipe des remplaçants et des jeunes, et puis des probables partants l'après-midi. Donc, pour créer des automatismes, c'était pas évident. Anto, est-ce que c'était Everton qui jouait en défense centrale? Non, plutôt milieu de terrain, Et, Everton, hein. même pas, il est rentré les 2 matchs, mais il a jamais été titulaire. C'était Caillou Malabi, Ah oui. qui a 17 ans, qui était en défense centrale. Moi personnellement, je ne connaissais pas du tout. C'est pareil, cette année, j'aurai un peu l'occasion d'aller voir les jeunes, donc peut-être que je pourrais vous en parler un peu plus. Mais sinon, je ne les connaissais pas. Et j'ai été moi aussi agréablement surpris en fait par ces deux-là. Doumbouya était un peu plus en difficulté. Bon, après, ça reste tous des jeunes joueurs, donc tranquille, hein, c'est pas grave, ça va peut-être venir. Mais en tout cas, ces deux joueurs-là, ils ont montré de la personnalité. Lorenzo Montero, lui, a 21 ans, donc il est un peu plus abouti aussi dans sa tête, ce qui peut être intéressant. Mais en tout cas, on peut voir se dessiner des joueurs qui peuvent potentiellement servir de rotation le temps que les plus gros noms et nos titulaires de base reviennent de blessures. Mais entre Opong qui va arriver, on verra ce que ça donne, et ces deux jeunes joueurs-là, ils peuvent gratter des minutes, ils peuvent prendre un peu d'expérience et en même temps rendre des services parce que ils ont été plutôt même très bon, je trouve, dans la personnalité. C'est des jeunes joueurs. On s'est quand même bien fait manger sur ce match. Ça a été difficile, ce qui est normal. On parle d'adultes contre des adolescents ou fin d'adolescence, donc c'est normal. Mais en tout cas, ils ont quand même eu de la personnalité. Ils ont répondu au contact et ils n'ont pas trop plié, ils n'ont pas trop fait d'erreurs, donc c'est plutôt intéressant. Pareil, Hamza Koutoun, moi, comme j'ai dit, j'en étais très content et je l'imagine prendre des minutes. Djibril Koulibaly, on commence de plus en plus à en parler. Il faudra quand même le garder au chaud parce qu'il a 16 ans. Mais c'est un super joueur. Et puis, moi, il y a quelqu'un que je voudrais parler, c'est Gabin Bernardo, qui a du ballon, ce petit. Il a du ballon. On me l'a annoncé un peu frêle. Il va quand même au contact. Alors, certes, des fois, il tombe. Ça arrive. On a connu plein de joueurs comme ça. Mais en tout cas, il y va. Et il a un super pied en plus. L'action pour Guessant, Ouais, la elle est remise d'Abdi. sublime. Le ballon, ouais, vraiment, il y a tout qui est beau. Malheureusement, Evan ne la met pas au fond. Ça arrive, mais en tout cas, c'est mieux là que s'il joue contre Benfica. Je préférerais qu'il la mette contre Benfica personnellement. Donc, en tout cas, il y a vraiment des très bonnes choses. Bernardo, en plus, on voit que du coup, il est utilisé à plusieurs postes durant cette préparation. Donc, c'est un joueur qui va pouvoir aussi aider de partout, ce qui est très avantageux. Et puis quand même, malgré tout, on va peut-être pas en parler longtemps, mais quand même, monsieur Jérémy Boga, mais il est temps de partir, monsieur Jérémy Boga. Si vous n'avez pas envie de jouer à l'OGC Nice, ça fait 2 ans, on n'en peut plus. Enfin voilà, quoi, vous jouez avec des jeunes, vous ne montrez aucune attitude. Enfin, merci pour tout, bonne fin de vie. Ouais, c'est vrai que bon, Jérémy Boga, petit aparté, bon, comme je le disais en introduction, si on avait un doute sur le fait de son engagement dans le projet ou s'il y avait un avenir, bon là, on est réglé là-dessus, hein. Le talent, il l'a et on le sait, mais lorsqu'on voit qu'il peine, on va dire, dans l'investissement, dans le... Bon, Hugo, il n'y a pas trop de doute sur le fait que là, c'est qu'une question sans doute de jours. On sait qu'il a annoncé... bon, il y avait la Turquie à un moment donné, l'Angleterre... bon, là, c'est qu'une affaire de jours finalement.
Ouais, bah sur Boga, on n'est pas surpris, hein. Forcément, déjà, un joueur qui est sur le départ, enfin, je pense que le club lui a clairement fait comprendre qu'il ne comptait plus sur lui. Je pense que c'est plus le club qui essaye de le sortir que lui qui voudrait sortir, hein, parce que je pense que bah, il approche quand même des 30 ans. Il a quand même un bon salaire. Je suis pas sûr qu'il y ait non plus des clubs largement supérieurs à nous qui se bousculent pour l'avoir, surtout vu ses deux dernières saisons. Donc je pense que clairement le club a dû lui faire comprendre que bah, il fallait le sortir. Et on comprend pourquoi, vu le peu d'intensité qu'il a mis sur ce match, quoi. Après, c'est sûr peut-être qu'il n'a pas intérêt à se blesser, mais quand même, il y a quand même un minimum à avoir, même pour lui, pour monter en puissance physiquement, pour son nouveau club. Donc ouais, un décevant, mais pas vraiment surprenant. Mais par contre, après, moi, je suis pas non plus très confiant sur le fait qu'on arrive à le sortir, parce que je pense que lui, il n'ira pas non plus n'importe où. Il a quand même, comme j'ai dit, un bon salaire, un bon statut ici. Ouais, si la Turquie vient pas, peut-être le golf, mais j'ai du mal à. C'est un dossier qui pourrait traîner, et qui pourrait quand même compliquer un peu la fin de notre mercato. Bah, en tout cas, s'il avait l'intention de faire inverser un peu la tendance en montrant qu'il avait l'envie et le niveau pour s'engager, enfin, je veux dire, il y a ça aussi. Après, je sais pas exactement quel type de discussion il a eu avec Florian Maurice. Peut-être qu'effectivement, Maurice lui a dit, écoute, quoi qu'il se passe, tu es sur la liste des transferts et il faut que tu partes parce que tu... Voilà, et je sais plus exactement combien il lui reste de contrat. Il lui reste 2 ans de contrat, je crois, à Nice. Quelque chose comme ça. Bon, c'est vrai que Ouais. c'est assez décevant, mais bon, Après, finalement... le seul avantage de Jérémy Boga, c'est que c'est quand même un joueur qui a une cote. Ouais, en Parce que nous, on Italie. regarde 90 minutes. Non, mais même de partout en vrai. On regarde 90 minutes de Jérémy Boga, on le connaît par cœur. Puis la canne aussi, enfin, je veux Malgré. dire, tu vois, même pour lui, quoi, il a la canne qui arrive. Est-ce Ouais, bien sûr. que, tu vois, il a Et envie je ou pense que pas? c'est vraiment un joueur de fin de mercato. Tu sais, c'est le genre d'achat de fin de mercato. Quoi qu'il arrive, ça se fera. C'est-à-dire qu'il va y avoir un club anglais qui va dire il me manque un mec qui fait des dribbles. Lui, on le prend. Alors que nous, on voit tout le match, tu vois. Mais les pigeons là-bas qui regardent pas les matchs, ils se disent pff, le highlight, il est fou. Il dribble toute l'équipe de Monaco et tout. Le mec, il tombe et tout. Waouh! Allez, 15 millions. Wouh! Et nous, tu vois, on fait la fête et tout. On fait un tour sur la prom comme si on avait gagné un titre. Seulement, on s'habitue si un jour ça arrive. Mais voilà, je pense que c'est un joueur qui est vraiment bankable malgré tout. Et qu'on trouvera une porte de sortie peut-être en fin de mercato où il y aura des petits panic buy de certains clubs. On a parlé également de Terem Moffi. Alors, bien sûr, la petite mise en perspective, vous la connaissez. Il n'a pas joué quasiment saison blanche l'année dernière. Je dois dire quand même que dans l'équipe contre Feyenoord, c'est un peu le joueur qui m'a, je vais pas dire inquiété, je vais pas dire déçu, mais intéressant, on va dire. On sent qu'il a envie, clairement. On sent qu'il a une détermination, mais je le sens pas. Je sens que c'est vraiment un joueur sur lequel forcément tu dois miser parce qu'il y a un investissement, parce qu'il y a des années de contrat. Mais je sais pas comment tu le sens toi, Hugo. Je dois dire que j'ai profondément envie qu'il réussisse, mais toujours l'impression en fait qu'il joue, qu'il a du mal à s'incorporer dans le collectif et que finalement il est bon et c'est pas mal, hein, mais tu vois, dans le déplacement, dans le fait d'ouvrir des brèches, etc. Mais alors, lorsqu'il s'agit de jouer au dos au jeu, lorsqu'il s'agit d'être dans la construction, c'est toujours un peu compliqué, j'ai l'impression. Non, c'est clair, bah, il a pas changé son style de jeu pendant sa blessure, hein. C'est le même joueur, mais pour le coup, je trouve qu'il y a quand même des bribes de. On voit des choses positives dans le système de Hez, notamment prise de profondeur, un jeu plus vertical qui peut lui correspondre. Il y a si je me rappelle bien, il y a une grosse occasion en début de match où, avec sa puissance, il part en profondeur. Soit il rate sa frappe, je sais plus comment ça se termine, mais il y a cette action qui nous rappelle à ses meilleurs moments, et où je pense qu'avec le style Hez, ça va coller en fait, c'est surtout une question vraiment physique, une question de reprise de rythme. Et c'est pour ça que je serais pas surpris que contre Benfica, si Guessant est toujours là, je pense que Guessant commencera le match. Pour le coup, Mofi, on sent clairement qu'il est pas encore prêt à jouer à cette intensité-là, un match d'un tel niveau. Mais pour le coup, moi, je suis pas plus inquiet que ça pour la suite de la saison. Je pense en fait, ce qui est très rassurant, c'est que Francaise est là. Francaise, on sait qu'avant, quand il est arrivé, il en avait parlé plusieurs fois l'année dernière, que Mofi, ça devait être vraiment un cadre de son système, parce qu'il a le profil parfait pour jouer en pointe dans ce 3-4-3. Donc, avec le coach, puis avec le fait qu'aussi, il va remonter en puissance physiquement. Moi, je pense que ouais, octobre, novembre, on devrait commencer à
à retrouver un Mofi performant, mais le problème, c'est qu'il faut être patient. Et certains supporters, je trouve, n'ont pas cette patience, forcément, parce qu'il y a le prix du transfert, etc. Mais vu d'où revient Mofi physiquement avec ses croisés, euh, bah, il n'y aura pas d'autre choix qu'être patient et croire en ce que le coach va mettre en place. Et pour le coup, moi, je suis plutôt confiant dans ce système-là, avec ce joueur-là, avec cet entraîneur-là. Plutôt confiant pour Hugo. Toi, Anto, tu te situes comment par rapport à Mofi? Compliqué. C'est compliqué parce que j'ai peur que il ait vraiment le syndrome du joueur blessé qui a repeur de se péter inconsciemment. Et, euh, et des fois, alors autant, le pire, c'est que je trouve que techniquement, il y a eu des super trucs qu'il a fait en fait. C'est ça qui est ouf. C'est peut-être mieux que ce qu'on avait vu quand il jouait, enfin avant sa blessure, quoi. Et il y a vraiment un contrôle orienté où je me suis dit, ah, c'est Mofi qui a fait ça, c'est fou, on aurait dit Guessant, quoi. Donc ça fait plaisir, malgré tout. C'est là où on voit que peut-être pas le peintre qu'on annonce, ça sera jamais un grand technicien, mais en tout cas, il peut faire des choses. Après, voilà, des fois, j'ai senti un peu fébrile sur les duels. euh, et, et pourtant avec beaucoup d'envie. Donc voilà, il va falloir du temps, exactement. Il va falloir être tranquille avec lui. Par contre, bah, c'est bête, mais je pense que dans 10 jours, quand tu joues Benfica, si c'est Guessant le titulaire et qu'il rentre sur les 20 dernières minutes, avec un Benfica qui joue un peu haut, avec un Otamendi qui court à 2 à l'heure, enfin non, j'exagère un peu, mais qui court un peu, qui est un peu lent et qui sera au bout de 70 minutes en plein mois d'août, bah, peut-être que là, ça sera son moment à jouer et qu'il aura peut-être bah, une ou deux cartouches en fin de match. Donc non, il va servir, il est là de toute façon, et on sera là pour l'accompagner, il faut le soutenir, il faut soutenir tous nos joueurs, et il en fait partie. Il revient d'une grosse blessure, il y en a deux autres qui font la même et qui arriveront plus tard dans la saison, donc voilà, il faut qu'on se prépare à ça, mais il y a quand même des bonnes choses, c'est pas si dramatique que ça. Messieurs, bon, si je lis entre les lignes un peu là dans vos propos, dans vos réactions suite à ces deux matchs et par rapport au mercato, vous me paraissez confiant. C'est bien. Mais là, vous vous situez comment là, à l'approche de ce rendez-vous le 6 août prochain? Donc, aller le 6 août, retour le 12 août. Aller à domicile, Hugo. On sait que ça va être compliqué. Dans tous les cas, on peut considérer aussi qu'à ce stade-là de la compétition, peu importe l'adversaire, euh, c'est des équipes quand même qui sont, on va dire, capées aussi pour atteindre ce palier-là. Est-ce que tu considères l'OGC Nice prêt avant ce rendez-vous? Alors, prêt, ça ne veut pas dire qu'on l'emportera contre Benfica. Prêt, ça veut dire être opérationnel et être en capacité de potentiellement créer l'exploit. Après, je sais pas, parce qu'en fait, on n'a pas pu voir beaucoup de matchs amicaux, mais sur la seule base du match contre Feyenoord, je suis rassuré, pour le coup, sur intensité physique, maîtrise du schéma tactique, les individualités en place. Ça m'a beaucoup rassuré à l'approche de ce match. Et ouais, comme je l'avais dit un peu plus tôt dans l'émission, quand j'ai vu le tirage, j'étais vraiment défait parce que je trouve que sur le pool d'adversaires qu'on pouvait rencontrer, Benfica, c'était le seul qui était vraiment, je trouve, un ou deux crans au-dessus de nous. Les autres, je trouvais qu'on pouvait plutôt matcher avec eux, on était plutôt dans la même cour. Benfica, c'est quand même un cran au-dessus. Mais maintenant, bah, en fait, en y réfléchissant, ce type de configuration, parce que là, il y a rien pour nous. C'est-à-dire en plus, c'est le match à domicile chez nous, le retour là-bas. Un adversaire qui est en plus en train de faire un bon mercato. Ils ont pris Richard Rios. Ils sont sur Hadj Moussa, là, qu'on a joué contre Feyenoord, qui a été très bon. Donc, c'est un adversaire qui, en plus, a des moyens, qui va recruter, qui a l'expérience européenne. Donc, en fait, si tu regardes vraiment froidement la situation, il n'y a rien pour nous. Mais connaissant notre club, connaissant aussi le coach, parce que ça, c'est vraiment des situations que Francaise aime bien, quoi. Quand on est vraiment l'outsider total, bah, c'est ce qu'il a fait toute sa carrière, c'est ce qu'il a fait l'année dernière. On se souvient le match au PSG, ce genre de match où vraiment on n'en attend rien, on affronte un adversaire beaucoup plus fort que nous. Bah, c'est souvent dans ce genre de match-là où bon, finalement bah, les joueurs se lâchent et les joueurs n'ont rien à perdre et les joueurs, c'est là qui nous font le plus plaisir. Donc, connaissant le club, connaissant le coach, et sur la base du match amical qu'on a vu, finalement, je suis plutôt confiant. Je ne dis pas que je suis serein à 100%, mais je sais qu'au moins le match aller, je pense qu'on va vibrer. Le match retour sera autre chose, parce que bah, le stade de la Louse, c'est un des pires stades pour les clubs français. Aucun n'a jamais gagné là-bas, donc ce sera autre chose. Mais je sais déjà, j'ai la conviction qu'on sera pas ridicule et qu'on va vibrer sur ces deux matchs. Il faut se donner la possibilité d'y croire, surtout pour le match retour en fait. Ne pas prendre un 3-0, on va dire, à domicile et puis en fait, voilà. Ne pas griller nos chances pour le match retour, Anto, finalement.
Ah, de ouf. Moi, je suis ultra confiant. Donc, de toute façon, Non, je mais te l'ai dit dès voilà, le c'est ça ton tirage. problème. C'est ça ton problème. Donc, Écoute, je nous voyais déjà à Bilbao l'année dernière. voilà, Bon, on a pas voilà. passé les poules, c'est vrai. Mais en tout cas, je nous Tu voyais à termines Bilbao. Mais cette 35e année, sur je suis ultra 36. content. Retiens les leçons, Anto. C'est pas possible, ça. Non, aucune leçon. Moi, je m'en fous. Non, mais de toute façon, je suis supporter. Je suis là pour rêver aussi. Au bout d'un moment. Au bout d'un moment. Après aussi, enfin, Benfica, c'est bien gentil, Benfica, mais c'est pas si ouf que ça, hein. Moi, je suis désolé, mais il y a un moment où je pense que Benfica, bah, l'année dernière, ça a été très pauvre et ils ont de la chance d'être dans un championnat portugais qui n'est pas non plus dans les grosses sphères du football. Parce qu'on peut parler de nous, mais quand tu sors du top 4 portugais, c'est un peu compliqué. Donc voilà, il y a eu un champion l'année dernière qui, pendant 2 mois et demi, n'a pas gagné un match. Bon, c'est vrai, ils avaient de l'avance et tout, mais après, Gyökeres s'est remis à marquer, ils ont gagné des matchs. Mais voilà, c'est pas non plus l'assurance tout risque, en fait, Benfica. Et surtout, ben, on l'a vu au niveau du pressing, on est prêt. On est prêt à ressortir le ballon aussi sous un gros pressing, ce qui a été le cas. Donc en fait, nous, on est prêt pour ce combat. Et surtout, je pense que même dans l'imaginaire et dans tout ce qu'on attend, au pire, on est en Ligue Europa. Eux, il faut qu'ils aillent en Ligue des Champions. Donc ils ont cette pression supplémentaire aussi, même financièrement, parce que bah, quand tu achètes Richarlison 50 millions d'euros en n'ayant pas vendu grand-chose, bah, enfin, ils ont vendu le latéral au Real, mais globalement, eux, ils ont besoin d'argent. Ils sont dans un championnat aussi qui a besoin d'argent comme le nôtre. Donc voilà, eux, ils ont un peu plus de pression que nous. On a nos armes, on est prêt. On n'a pas beaucoup changé aussi par rapport à l'année dernière. Donc forcément, il y a une continuité, ce qu'on n'a pas depuis quelques années. Donc non, non, moi je suis confiant. Et je l'ai dit, on va gagner aller-retour. Aller-retour. Au retour, je vous le dis, on va prendre la poudre et on va quand même gagner. Parce On qu'on va aura prendre gagné à la l'aller, poudre ou on va prendre la foudre, Anto? ben, les deux. Les deux, parce que quand même, des fois, la foudre, quand ça tape fort, ça fait un peu de poudre. Mais Je préfère prendre la non, non, poudre mais que la foudre, perso. Non, mais c'est pareil, peu importe, on va résister et on gagnera sur un contre ou deux, un truc comme ça, et on va être ultra réaliste comme on a pu être contre le Paris Saint-Germain. On est prêt, je le sais. En fait, moi, Oui, bon, je suis extrêmement pragmatique. Je me dis, il faut que le match aller, on puisse être au niveau, on puisse être à 110, 120% pour se permettre, une semaine après, d'arriver en disant, voilà, on est au match retour, on est à +1 ou on est à égalité, rien n'est fait. Mais là, en fait, je vois au stade de la Louse une sortie de balle et un échange de passes entre Djoumaba et Antoine Mendy, avec tous les supporters derrière, j'en ai des sueurs. En fait, je me dis, on connaît trop notre club. On connaît trop notre club. Mais forcément, lorsque tu es supporter, il faut y croire. Tu as envie forcément que ça y aille. Et puis surtout, mais quel plaisir. Tu joues Benfica, quoi. Tu joues Benfica. c'est Voilà. un match de Ligue des C'est Champions, pas hein. pour nous, Eschborg, Bodo Glimt, Non. Ferencvaros. Voilà, ça, c'est pas pour nous, ça. Ça, c'est pas pour nous. On est bien au-delà de ça. Voilà. Nous, il nous faut les grosses cylindrées européennes. Non, mais d'ailleurs, en parlant de ça, n'oubliez pas de venir au stade, c'est vraiment pas Oui, cher. Franchement, ils ont vraiment fait quelque chose de bien, le club. Des fois, on râle pour certaines choses, mais là, c'est pas cher. Venez si vous pouvez, si vous êtes là, si vous n'êtes pas en vacances ou expatrié très loin. très loin. Ça, voilà, on peut comprendre. Mais en tout cas, si vous êtes là, venez au stade, venez. Je pense qu'il va y avoir une ambiance de fou. C'est pas des matchs qu'on vit tous les ans. Et peut-être qu'on n'en verra plus jamais de notre vie, parce qu'on sait pas où on ira dans les quelques années prochaines. Donc profitez. Et il faut pousser à fond, en fait. Il faut être à bloc derrière eux. Il y a eu, Hugo, la finale de la Coupe de France contre le FC Nantes. Il y a eu ce barrage contre l'Ajax. En fait, ce rendez-vous-là, enfin, bon, après, oublions la finale de la Coupe de France, mais c'est du même niveau, en fait, en termes d'attente, en termes d'importance aussi pour l'histoire contemporaine de l'OGC Nice. Ouais, je dirais même en fait, moins de pression qu'avant avant une finale. Ou une finale contre Nantes où t'es favori, tu dois gagner, ça fait des années que t'as pas gagné de titre. Là, t'es sous pression. Là, t'es pas du tout sous pression. En fait, tu joues Benfica qui est censé gagner, qui est un adversaire qui joue la Ligue des Champions tous les ans. Toi, t'es là, t'as beaucoup moins de moyens, t'as un mercato beaucoup moindre, tu te déplaces au retour. Donc en fait, en fait, c'est juste du kiff ce match. C'est du kiff pour les supporters. Tu vas vivre un match de Ligue des Champions. Juste dommage qu'il n'y ait pas la musique au troisième tour préliminaire. Pour les joueurs, c'est un kiff parce que bah, eux aussi, ils se sont battus. C'est 2 saisons qu'ils se battent pour l'Europe. Là, ils sont récompensés avec un match de très haut niveau. Pour le club, c'est une récompense. Tu vas jouer Benfica, il y aura une super ambiance, tu vas avoir un super déplacement. Donc en fait, ce match-là, pour moi, c'est ok, c'est un rendez-vous important, mais il n'y a pas lieu de vraiment d'en faire une montagne. C'est juste du plaisir ce match. Si tu perds, bah, ce sera logique. Si tu gagnes, bah, c'est un exploit exceptionnel dans l'histoire du club.
Et donc c'est comme ça qu'il faut l'aborder. Et je pense que Francaise, avec son expérience de ce type de match, c'est le message, je pense, qu'il va faire passer. Et je suis assez confiant sur le fait qu'on n'aura pas une équipe tremblotante comme on l'a parfois pu l'avoir sur les matchs tournants en Ligue 1 ou les matchs de Coupe de France. Et je pense qu'on aura le visage de l'équipe qu'on a sur certains gros matchs qui nous fait plaisir. Jean-Pierre River l'a dit, il a l'intuition que l'OGC Nice va vivre une grande saison. Et si Jean-Pierre River le dit, tout en vantant les qualités humaines de ses recrues, hein, voilà, ça va nous manquer. Eh bien, c'est que ça va se passer. Voilà, donc nous on se retrouvera prochainement pour une présentation du Benfica Lisbonne. Voilà, où on va découvrir plus en détail l'équipe, l'effectif, la dynamique, le projet actuel pour se mettre, on va dire, dans le contexte idéal avant cette double confrontation. Hugo, Anto, merci beaucoup en tout cas pour votre participation à ce numéro. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous, bonnes vacances à celles et ceux qui ont la chance de profiter de ce charmant mois de juillet. Et puis à très vite. Ciao.